Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette émission numéro 2 du podcast Eureka, saison 1 de la série Épistémé. Donc c'est un programme de popularisation de la science basé sur la bande dessinée Eureka qui raconte l'histoire des idées scientifiques à travers les âges, édité à la boîte à bulles. Donc cette bande dessinée est une adaptation des textes de Pascal Marchand, qui est professeur à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, et moi-même j'en ai assuré la narration et le dessin. Donc dans ce livre, on évoque un grand nombre de personnages, donc des scientifiques et de l'époque, et les théories qu'ils ont inventées. Et on a décidé de créer ce programme donc vidéo et audio supplémentaire, donc ce podcast, complémentaire à la BD, afin de discuter et de creuser un peu plus certaines théories qu'on aborde un peu rapidement dans le livre, en compagnie d'un invité ou d'une invitée, aujourd'hui, pour creuser une question. Eureka, donc, c'est le premier volume de notre série sur l'histoire des sciences, et c'est vrai qu'il traite essentiellement de la période grecque. Mais on a voulu l'ouvrir aussi sur d'autres considérations plus larges, donc notamment se demander qu'est-ce que c'est la science. Dans la première émission qu'on avait faite ensemble et que vous pouvez retrouver sur nos chaînes, on avait traité de l'intelligence animale. Est-ce que ça existe? Est-ce que les animaux sont intelligents? Aujourd'hui, on va essayer de se demander depuis quand ça existe la science. Est-ce qu'on peut parler de science avant l'invention de l'écriture? Est-ce qu'il y a une science préhistorique? Et donc, pour parler de ces questions, nous avons invité Julie Bachellery, qui est docteur en préhistoire à l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès, et qui travaille notamment sur l'organisation sociale et économique des groupes humains du paléolithique récent, et surtout de leurs compétences techniques, puisque c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Julie, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui à l'Archipel. Et pour commencer, nous allons peut-être présenter un petit peu ce site qui nous accueille, l'Archipel. Oui, donc l'archipel de Tournefeuille, c'est un tiers-lieu éducatif dédié aux jeunes et ouvert à tous pour créer, apprendre, fabriquer, faire ensemble, partager et se rencontrer. L'archipel met à notre disposition du matériel, des équipements, du savoir-faire. J'en profite pour saluer les caméramans qui nous filment, donc Alexis, Chloé et Axel. Et bonjour à tous et bonjour aussi aux personnes en régie. Donc aujourd'hui nous sommes aussi en compagnie de deux jeunes gens qui fréquentent l'archipel, qui s'appellent Valentin et Valentin, c'est bien ça? Donc vous êtes en quelle classe? Quatrième. Et quatrième. Tous les deux, dans le même collège? Oui, C'est ça. Ok, mais pas dans la même classe. non. Et vous avez quel âge? 13 ans. 13 ans. 13 ans tous les deux, très bien. Donc on va discuter aujourd'hui avec Julie, comme disait Pascal. Et n'hésitez pas à nous couper si vous avez des questions. Et ensuite, il y aura une deuxième partie où vous poserez, vous, toutes les questions que vous voudrez. Voilà. Julie, tu es donc docteur en préhistoire, tu as soutenu ta thèse en 2022, et ta thèse portait donc sur des innovations techniques et des comportements sociaux et économiques au paléolithique récent, en particulier la culture solutréenne. Donc on parle d'une culture d'à peu près il y a 20 000 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai soutenu ma thèse il y a à peu près un an et je travaille essentiellement en fait sur les équipements en pierre, sur les outils en pierre de ces groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, donc à la préhistoire. Et en particulier ces solutréens qui sont des Homo sapiens qui occupaient l'Europe de l'Ouest, donc la France et la péninsule ibérique, il y a environ 20-24 000 ans. Pourquoi on les appelle le solutréen? Ces bonhommes. Alors le solutréen, c'est un terme qui a été défini. C'est une très bonne question déjà. C'est un terme qui a été, donc ça a été défini quand ils ont trouvé pour la première fois, quand les archéologues ont fait des fouilles au 19e, 20e siècle dans certains sites, et donc notamment dans un des premiers sites qui est Solutré, donc la roche de Solutré. On a trouvé certains outils très particuliers qu'on n'avait pas vus ailleurs. Et du coup, ces traditions donc, techniques associées à ces outils-là, on a décidé que ça prendrait le nom du site, ce qu'on appelle du coup un site éponyme qui donne le nom. Et donc, c'est devenu la culture solutréenne, les traditions solutréennes. C'est loin la roche de Solutré? La roche de Solutré, oui, c'est un peu loin. C'est un peu loin. C'est au nord, je crois que c'est en Bourgogne. En Bourgogne? Il me semble, ouais. Donc Ok. c'est plutôt nord-est. D'accord, très bien. Alors, nous, dans la BD, on s'est demandé s'il y avait de la science, donc à ces époques reculées, et notamment dans ces endroits-là.
Et on va vous montrer la réponse qu'on a mise en scène dans la BD à travers une petite animation qui reprend les pages concernées. Donc, animation. Mais alors, en fait, la science, ça commence quand? Ah ah, excellente question. La plupart des fondateurs n'ont pas laissé d'écrit, ou ils ont disparu. On ne sait que ce que d'autres comme Aristote en ont dit, souvent pour les critiquer d'ailleurs. Plus on remonte dans le temps, plus les sources sont rares et ont été réécrites, interprétées, réinterprétées. La légende se confond parfois avec la réalité. On a trouvé un squelette de néandertalien orienté selon la direction est-ouest. Connaissait-il la course du soleil? Allez savoir. Des os découverts en Afrique remontant à moins 20 000, voire moins 40 000 ans, portent des entailles. Comptabilité? Calendrier? Lime à ongles? On dit que les cercles de pierre préhistoriques, les cromlechs, sont des cadrans solaires. Fichtre? On entend que Stonehenge a pu être un observatoire archaïque, principe organisateur d'un calendrier prédicteur d'éclipses reposant sur le nombre pi. Ah oui? Mais on ne connaît pas les théories scientifiques qui justifiaient ces constructions. Venez, on remonte au Paléolithique. C'est quand ça, le Paléolithique? Entre moins 3 millions d'années et moins 10 000. On y découvre la pierre taillée et le feu. Les gens passent la majorité de leur temps à chasser, pêcher, cueillir des fruits. Ouais, tranquille. Puis, les outils évoluent. C'est le néolithique. Cette période se terminera avec l'invention de l'écriture il y a environ 5400 ans. Ah bon? On a déjà fini le Paléo? On y découvre la pierre polie, la métallurgie, l'élevage, l'agriculture. L'homme devient sédentaire. Ils se sont mis à bosser, les pauvres. Ils ont construit aussi les premiers monuments. Menhir, dolmen. Quoi? C'est pas les Gaulois? On voit apparaître le commerce et l'urbanisation à partir de moins 8500 au Proche-Orient. Avec le commerce apparaît la nécessité de compter. On a découvert des objets monétaires de l'âge de fer, comme ces currency bars. Ces petits machins? Magnifique animation de JV, merci JV. Julie, j'espère qu'on ne dit pas trop de bêtises quand même dans cette animation. On laisse notamment entendre que finalement ces époques préhistoriques laissaient la place à beaucoup d'interprétations, de l'imagination. Finalement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a des éléments solides sur lesquels on peut construire des théories un peu fiables sur la façon dont ils pensaient ou alors est-ce que c'est des indices plus ambigus et finalement des hypothèses plus ou moins libres? Grande question. Alors oui, déjà l'animation montre bien certaines, est plutôt correcte et plutôt juste, moi je trouve, et elle montre bien certaines des théories qui existent actuellement. C'est alors pour ce qui est de ce qu'on peut savoir pour ces périodes-là, comme pour toute l'archéologie, on a des données très parcellaires et pour la préhistoire encore plus parcellaires puisqu'on n'a pas de texte écrit. Et donc on se base essentiellement sur ce qu'on va trouver dans les sites archéologiques, à savoir essentiellement des éléments en pierre, les silex, qui étaient utilisés pour faire les outils, puisqu'à cette époque-là on n'a pas encore ni métal ni céramique, enfin pour le paléolithique, quoi, avant le néolithique. Et donc tous ces éléments qui font partie de ce qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire tous les outils qu'on peut trouver, ils sont en pierre, en matière dure animale, en os ou en bois aussi, en bois de serre, et en bois, mais le bois ça se conserve assez mal, et c'est ce qu'on retrouve dans les sites, et donc à partir de ça on peut arriver à avoir à connaître une partie de leur fonctionnement, de la circulation des biens, les activités qu'ils mènent au sein d'un site. Mais par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est culture immatérielle, donc les traditions orales, la religion, la pensée et de manière générale la culture, voilà, tout ce qui est culture immatérielle, c'est une autre histoire et c'est bien plus compliqué d'affirmer quoi que ce soit, même si on peut évidemment avoir des hypothèses à partir de ce qu'on obtient, quoi, de ce qu'on trouve. Alors justement, comment on construit ces hypothèses? Est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de passer des observations d'objets que vous trouvez avec tes équipes sur des sites archéologiques à essayer d'imaginer comment ils se transmettaient des connaissances, comment ils produisaient ces outils, comment ils maîtrisaient leur environnement? Oui, alors l'archéologie, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de disciplines et de méthodes qui se croisent. On emprunte un peu à énormément de disciplines
pour répondre à ces questions-là. Dans mon cas, moi je travaille plutôt sur les outils en pierre et en effet, un des axes sur lesquels moi je travaille, c'est d'abord essayer de comprendre les techniques en fait qu'avaient ces hommes et éventuellement de comparer ces techniques entre différents groupes. Mais également de suivre la circulation, où est-ce qu'ils vont chercher leurs matières premières, à quoi ils utilisent leurs outils, et à partir de là, en fait, essayer de comprendre plus généralement le fonctionnement de ces groupes, leur rapport avec leur territoire, avec l'environnement, avec les espèces animales, etc. Donc voilà. Alors, dans la BD, dans la séquence animée aussi, du coup, on parle de la découverte du feu, d'alignement de pierres, de menhirs, de dolmens, d'os taillés, de pierres taillées, de pierres polies, de métallurgie, d'élevage et d'agriculture et de commerce. Donc, ces derniers éléments sont un peu ultérieurs à la période que tu étudies, a priori. Donc, mais tout ça sont plutôt des techniques que de la science. Mais est-ce que l'application de ces techniques de ces technologies ne nécessitent pas au préalable une connaissance de la nature qu'on peut appeler de la science finalement? Alors oui, la question de la science à la préhistoire, si on parle de science au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire en fait comme une discipline qui cherche à expliquer tout ce qui est phénomène naturel, on peut difficilement dire qu'il y a de la science à la préhistoire parce qu'en fait on n'en sait rien, quoi. On arrivait à prouver qu'à l'époque les hommes préhistoriques essayaient de comprendre les différents phénomènes naturels, de les expliquer avec les méthodes qu'on a aujourd'hui, c'est totalement anachronique, quoi. Mais par contre, c'est sûr que au sens science, au sens de connaissance, en fait, de l'ensemble des connaissances et des savoirs liés à un environnement, là, bien évidemment que à la préhistoire, les hommes préhistoriques avaient des connaissances bien différentes des nôtres, a priori, mais qu'ils avaient une importante connaissance de l'environnement qui les entourait, quoi. Et Ouais, ça, c'est assez clair et certaines choses dont on n'a pas forcément encore idée aujourd'hui ou qu'on arrive encore assez peu à définir, quoi. Mais clairement, il y avait une science, mais c'est plutôt la science, une espèce de connaissance, de maîtrise de l'environnement qui les entoure. on peut parler un peu de science empirique? Oui, on peut voilà, c'est surtout une science qui est liée vraisemblablement à l'expérience, quoi. Donc oui, c'est plutôt quelque chose d'empirique. Empirique, ça veut dire ça veut dire lié à une expérience, à quelque chose Ouais. qu'on a essayé, quoi. On fait tester. Alors justement, dans ces expériences, dans ta thèse, tu traites de la chauffe intentionnelle, c'est-à-dire le moment où on détermine qu'ils avaient eu l'idée de chauffer le silex. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on sait qu'ils chauffaient les silex et puis pourquoi ils chauffaient les silex et finalement, qu'est-ce que ça nous dit de leur façon de vivre et de leur façon d'élaborer des théories sur les outils? Alors oui, c'est une des techniques sur lesquelles j'ai travaillé et que je continue de travailler d'ailleurs. Donc c'est la question de la chauffe de leurs roches et essentiellement du silex. C'est une technique qui apparaît en fait bien avant le solutréen dans des contextes très différents. C'est-à-dire on en voit les premiers indices en Afrique du Sud il y a à peu près 160 000 ans. Et c'est une technique qu'on va retrouver après dans différents contextes. Et en Europe de l'Ouest, c'est au solutréen qu'on a cette technique qui apparaît en premier. Et par chauffe intentionnel, c'est pas... il y a un caillou qui traîne et il s'est fait chauffer parce qu'il y avait un feu à côté, quoi. C'est vraiment un procédé qui est mis en œuvre par ces solutréens sur certains types de silex pour produire un type d'outil en particulier. Et qui est lié en fait comment dire c'est une chauffe qui se fait en fait à des températures assez basses, donc plutôt autour de 300 degrés, sachant qu'un foyer ouvert comme on imagine chauffe plutôt autour de 700-800 degrés, donc qui nécessite un environnement exprès, quoi, maîtrisé, voilà. Et c'est aussi une chauffe assez lente. Et donc voilà, il y a un savoir-faire qui est assez complexe et qu'on commence tout juste à arriver à reproduire et à expliquer aujourd'hui, quoi. Ok. Et ça servait à quoi de chauffer la caillou? Alors à quoi ça servait de chauffer les silex?
Il y a plusieurs choses que ça change dans la matière de chauffer si on chauffe à basse température, parce que si tu chauffes beaucoup plus fort, si tu jettes un silex dans un feu à 700-800 degrés, il va exploser, donc tu vas plus rien pouvoir en faire. Mais s'il chauffe à basse température, il peut y avoir des changements esthétiques, c'est-à-dire que ta roche elle peut rougir, mais surtout il y a un changement mécanique de la roche qui fait que le silex il va devenir plus homogène. Et il va se tailler plus facilement, il va se rapprocher en termes de qualité de taille du verre, tu vois. Voilà, donc ça peut être expliqué par ça. Et il y a peut-être aussi, il y a des hypothèses aussi d'une amélioration du tranchant de l'objet, c'est-à-dire qu'un éclat de silex chauffé serait peut-être plus tranchant, acéré que non chauffé. Voilà. Et comment il est chauffé, le silex? Eh bien, alors, vu qu'il faut qu'il chauffe à basse température, l'hypothèse qu'on a aujourd'hui, même si le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de feu dans des sites archéologiques où on avait des silex chauffés dedans, ça serait ou des silex chauffés autour pour essayer de comprendre comment ils ont fait. Mais une des hypothèses, ça serait que ils enfouissent les silex en dessous du foyer, c'est-à-dire qu'ils creusent un trou, ils mettraient les silex, puis ils recouvriraient d'une couche de sable par exemple, et ils feraient le foyer dessus. Comme ça fait une chauffe à la fois lente et puis à des températures plus basses, quoi. Ça, c'est une des hypothèses. Je ne peux pas affirmer que ça soit comme ça qu'ils faisaient, mais c'est possible. Alors évidemment, tout ce qu'on connaît des techniques solutréennes, c'est à travers des artefacts, dans des objets qu'on peut retrouver lors de fouilles. Mais ce qui caractérise la préhistoire, comme tu l'as dit, c'est qu'on n'a pas de documents écrits. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune théorie scientifique qui peut avoir été développée dans ces conditions? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait des théories scientifiques élaborées qui auraient été perdues ou léguées à d'autres cultures qui, elles, auraient pu avoir l'occasion de les inscrire par écrit, quoi? Parce que ça se trouve, moi j'imagine qu'ils ont inventé des trucs de malades et puis que on n'en sait rien, mais que les Mésopotamiens, les Égyptiens les ont conservés, quoi. Bah alors, encore une fois, c'est assez délicat parce qu'on peut, l'imaginaire peut mouliner, oui. Et on peut s'imaginer plein de choses, c'est ça. Mais on pourra jamais le prouver, et surtout qu'en fait, en termes d'échelle de temps, on est sur, là, les sociétés sur lesquelles je travaille, on est sur du moins 20 000 ans, quoi. Donc après, pour arriver à rattacher ça à d'autres traditions techniques ailleurs dans le monde, c'est assez délicat. Alors, ils avaient probablement, très certainement, des croyances complexes et peut-être qu'ils savaient des choses sur le monde que nous, on ignore totalement. Mais ça reste quand même difficilement accessible pour nous, oui. Malheureusement. Alors, tu l'as dit, hein, l'imaginaire peut mouliner à fond sur ces questions-là. Mais, et d'ailleurs, il y a beaucoup de clichés ou d'idées reçues qui circulent un peu partout dans la littérature, dans le cinéma, on en voit sur Netflix et même sur certains documentaires. Et du coup, finalement, je me demandais, comment tu fais la part entre les idées reçues et ces constructions un peu imaginaires et puis la réalité scientifique que tu peux construire sur ces choses-là. Est-ce que tu te donnes quelquefois les moyens de démystifier un peu certaines choses et finalement je retiens l'une des choses, tu nous dis que les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans les grottes, mais là c'est tout notre imaginaire qui s'effondre. Oui, malheureusement, ça fait partie des gros préjugés qui ont du mal à disparaître, mais c'est aussi le fait d'une vulgarisation qui a été mauvaise à un moment donné, et c'est des choses qui sont encore véhiculées dans la culture populaire. Encore ce week-end, j'étais chez ma nièce qui avait un livre pour enfants où dedans les enfants vivaient dans les grottes avec leurs parents et puis allaient chasser tous ensemble le mammouth, par exemple. Voilà. Ça, c'est encore c'est des préjugés, des idées reçues. Hommes, non ? Non, en général, les femmes elles restent dans les grottes, elles font à manger et puis les hommes ils vont chasser. On est sur de l'idée reçue assez classique, quoi. Les pierres à feu n'ont pas fait du bien non plus pour ceux qui connaissent les générations. Et donc oui, mais je pense comme beaucoup d'autres périodes, voilà, le Moyen-Âge est souvent vu comme une période de sombre où les gens étaient bêtes et avaient perdu en intelligence
après l'Antiquité. Et penser que la Terre était plate. Voilà, enfin il y a plein de choses, je pense que et les Gaulois on a l'image d'Astérix, les menhirs, etc. Alors que les menhirs c'est beaucoup plus ancien, enfin voilà, il y a énormément de travail à faire là-dessus, ça c'est sûr, mais c'est quand même à distinguer de voilà ce... En fait, pour moi, il y a certains préjugés d'idées reçues qui sont en fait souvent pour les gens qui le disent un peu innocentes en fait, c'est juste un manque d'information ou de connaissances. Et après, dans certains documentaires, notamment Netflix, comme on en avait discuté avant, c'est quelque chose d'assez différent qui est plutôt de la pseudo-archéologie. Et où là, pour moi, c'est un peu plus dangereux, entre guillemets, et plus dur à argumenter, enfin, plus dur à démonter, on va dire. Où voilà, en fait, oui, cette idée parce que ça peut vouloir atteindre un documentaire, donc quelque chose de pédagogique, ouais. Alors qu'en fait, ça peut véhiculer des idées fausses sur l'objet qui est censé aborder. Mais l'exemple le plus gros, mais qui est pas là, mais c'est qui est un exemple gros, voilà, c'est les pyramides, c'est impressionnant, c'est étonnant que des hommes... les hommes aussi anciens, parce qu'il y a cette idée d'évolution derrière, ils construisent ça doit être les extraterrestres. Il n'y a pas d'autre explication. Ça, c'est un peu voilà, c'est l'exemple un peu connu, quoi. C'est les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus insidieuses, parce que c'est sûr que voilà, l'archéologie, ça reste une science, donc elle est en mesure de se tromper, elle peut se tromper. Il faut savoir que oui, il y a des archéologues qui travaillent et qui remettent en question le travail d'autres archéologues, qui remettent en question leur propre travail. Donc on reste... enfin, un discours scientifique qui est sérieux et il se veut prudent, il a du mal à affirmer. Et du coup, face à ça, la pseudo-archéologie, elle veut concurrencer cette science-là, et c'est pour ça, justement, elle va reprocher à l'archéologue de ne pas arriver à trancher, de ne pas arriver à affirmer, et va sortir des discours un petit peu sensationnels qui sont beaucoup plus faciles à comprendre que de se remettre à lire 15 articles scientifiques complexes où en fait on reprend toute l'évolution, tout le cheminement, et oui, à la fin on va pas dire oui, il pensait ça et il réfléchissait comme ça, parce qu'en fait oui, il faut rester prudent, et des fois c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre, et c'est plus ça peut paraître plus intéressant de dire non, ça doit probablement être une civilisation d'Atlante qui a disparu, qui a construit toutes ces choses très complexes, quoi. C'est ça, comme dans les cités d'or. C'est ça. Nous allons passer maintenant la parole à Valentin et Valentin, qui vont poser leurs questions à Julie. Alors, Valentin, si tu as une question, vas-y, je t'en prie. Tout à l'heure, on m'avait dit que du coup, les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans des grottes. Du coup, ils vivaient où et comment? Alors, en effet, les hommes préhistoriques, c'est souvent, ça fait partie des préjugés qu'on a, ils vivaient pas dans les grottes. Ils vivaient plutôt à l'entrée des grottes, ou juste devant, sous certains... Il y a des abris aussi qui sont pas vraies grottes, mais il y a des abris sous roche, donc ils peuvent s'abriter à ces endroits-là. Et après, vu qu'ils sont nomades et qu'ils bougent régulièrement, il y a aussi, ils peuvent aussi s'installer dans des sites de plein air où, en général, ils réfléchissent évidemment à l'accès aux ressources, au silex pour tailler leurs pierres, ou pour un accès à l'eau, comme des ruisseaux, quoi. Et sûrement dans certains cas, ils regardent un peu le lieu pour être à l'abri du vent, ou pour avoir une position stratégique. Et en termes de type de construction, vu qu'ils sont nomades, c'est probablement des constructions en bois et avec des pots, vraisemblablement, mais on a assez peu d'indices sur ça, quoi, parce que le bois ne se conserve pas dans la plupart des sites, en tout cas en France c'est pas le cas. Voilà. Est-ce que du coup on peut appeler ça une forme de science, de réfléchir où est-ce qu'ils vont se mettre pour être à l'abri du vent, par exemple? Alors, je pense que c'est pas trop, je pense pas que ça a été trop étudié pleinement, mais ça pourrait. Il y a aussi ce qu'on appelle l'archéologie du paysage, par exemple. Alors pas forcément pour les lieux, les emplacements, mais en tout cas essayer d'essayer de comprendre pourquoi ils s'installent là et pas là, etc.
Et c'est le cas pour, par exemple, pourquoi ils peignent dans certaines grottes et pas dans d'autres. Ça fait partie des choses qui peuvent être étudiées, et donc selon certaines méthodes scientifiques, comme des statistiques, etc. Ça pourrait, c'est assez peu le cas actuellement, je crois, mais ouais. Mais donc le terme homme des cavernes, il est faux. Disons que si tu dis homme des cavernes, je vais comprendre de quoi tu parles, et je pense qu'on comprend tous de quoi on parle si on dit homme des cavernes, mais c'est un petit peu un terme dépassé aujourd'hui, quoi, on va dire. Ouais, ils vivaient pas dans les cavernes, voilà. mais ils investissaient quand même les cavernes. Mais voilà, c'est ça, il y a quand même entre guillemets, un rapport à certaines grottes, notamment en France. Vous devez connaître certaines grottes comme Lascaux, par exemple, ou les grottes Chauvet, Ou Cosquer. ou la grotte Cosquer, voilà. Nio, voilà. Il y en a plein. En plus, près de Toulouse, il y en a certaines très chouettes comme Nio. Et donc, il y a un rapport à la caverne quand même, parce que on a beaucoup de représentations graphiques qu'on trouve de gravures ou de peintures dans les cavernes. Mais en tout cas, c'est pas des hommes vivants dans les cavernes. Et du coup, mais les peintures, on sait pourquoi il est peigné? Ben, c'est une bonne question, et il y a beaucoup de gens qui se arrachent les cheveux depuis des années et des années pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, alors on arrive à savoir comment il est peigné, à étudier l'ordre chronologique, les techniques, le type de pigment qu'ils utilisent. Mais par contre, savoir vraiment pourquoi ils les peignent, il y a probablement des raisons symboliques, peut-être religieuses, mais c'est très dur de l'affirmer, parce qu'en fait, ça peut être aussi des choses dont on n'a pas du tout conscience, nous, et surtout, on n'a pas accès à ce qu'ils avaient dans leur tête, donc c'est un peu délicat d'affirmer que c'est lié à des divinités, par exemple. C'est un peu délicat. C'est une très bonne question, parce que Ouais. j'ai lu il n'y a pas longtemps un article qui essayait de faire une hypothèse sur la découverte un peu des mathématiques, en gros de certaines numérations. Est-ce que le nombre de points qu'on pouvait trouver, est-ce que l'orientation de certaines mains était des signes de numération, etc. Mais je pense qu'on n'a pas d'hypothèse très claire là-dessus. C'est un peu délicat. Il y a quelque chose, il y a un chercheur qui travaille, alors pas sur des questions mathématiques, mais qui a une approche un peu différente, et pour le coup très scientifique, qui en fait est mythologue, c'est-à-dire qu'il étudie les mythes. Et en fait, à travers le monde, il est allé un peu chercher tous les mythes qui existent, et essayer de comprendre, en fait, voilà, s'il y avait des patterns, et il observe en fait en faisant des statistiques et en comparant ces points à travers la carte du monde, que voilà, certains mythes sont partagés dans certaines régions, etc. Et arriver à remonter à un espèce de mythe originel, en fait, donc, qui pourrait en partie, sans parler d'expliquer, mais qui à partir d'une méthode scientifique, permet en fait quand même de questionner cette question de ce rapport à un mythe primaire, on va dire. Mais bon, ça encore une fois, c'est dur à résumer en quelques phrases. C'est des années et des années de travail de certaines personnes. Mais bon, faut globalement se dire qu'on ne saura jamais totalement pourquoi ils ont peint ça. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je pense que tous les archéologues seraient peut-être pas d'accord, mais... À mon avis, ils faisaient des vernissages et ils mangeaient des cacahuètes. C'est ça. Et comment ils fabriquaient leurs outils, avec quels matériaux? Alors, pour les périodes donc, sur lesquelles moi je travaille, la préhistoire, on va dire, ce qu'on appelle le paléolithique, parce qu'après, à partir du néolithique, apparaît la céramique. Donc il y a pas mal de choses qui sont, et des récipients, etc. Et pour les périodes sur lesquelles je travaille, c'est essentiellement des outils en pierre, donc en silex. Donc c'est une roche qui se casse assez facilement, et on peut un peu prévoir les enlèvements, donc on peut arriver à faire des outils assez prédéterminés. Et après, il y a aussi les autres matériaux. Alors malheureusement, on n'a pas les outils en bois, mais c'est très probable qu'ils avaient des outils en bois. Et par contre, on a les outils en bois de serre, plutôt en bois de renne, en fait, chaque fois que je dis serre, mais plutôt en bois de renne, parce que c'est des périodes où les animaux qui chassent le plus, c'est surtout du renne.
en France en tout cas. Donc il y a pas mal d'outils en bois de renne et aussi en os d'animaux. Voilà, et ça on le retrouve de temps en temps, mais pas tout le temps, ça va dépendre des sites. Mais la pierre, beaucoup. Voilà, que les armes de chasse et les outils pour traiter les carcasses, c'est surtout des outils en silex en France. Je crois qu'ils avaient différents outils, mais ils leur servaient à quoi? Bah alors du coup tu as des outils de chasse, voilà, et après tu as toute une gamme d'outils domestiques qui vont servir à préparer les peaux par exemple, parce qu'une peau d'animal, si tu veux la récupérer, il faut la préparer, il faut la tanner. Il y a aussi évidemment des couteaux pour tout ce qui est activité de boucherie. Il y a des perçoirs, il y a des grattoirs pour gratter la peau. Il y a pas mal, il y a ce genre d'outils, en tout cas, qui sont pour les activités plutôt du quotidien. Voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des parures aussi. Oui, il y a aussi dans les objets qu'on va retrouver, la culture matérielle, ça englobe aussi certains éléments de parure, souvent des coquillages ou des dents percées. Ça, on en retrouve, encore une fois, ça va dépendre des gisements et de la conservation. On a aussi des fois ce qu'on appelle de l'art mobilier. Donc, à côté de sites comme Lascaux, on a des peintures rupestres. On a aussi dans certains sites, et notamment Solutréen, des plaquettes de schiste gravées, gravées avec des mammouths dessus ou des chevaux. Non, pas des chevaux. Enfin, chevaux, c'est pour des périodes un peu plus récentes, on va dire. Mais voilà, il y a aussi ce genre de choses qui peuvent se retrouver sur les sites, quoi. Qui témoignent encore une fois on ne sait pas trop. Donc moi, je préfère dire simplement représentation graphique que parler d'art. Je préfère pas trop m'avancer. D'accord. Alors, on voit qu'il y a toujours... vous avez des questions encore? Non. On voit qu'il y a toujours cette question de passer d'un objet qu'on trouve en pierre, en os, en bois, etc., à une imagination de comment les gens vivaient. Et je voulais te demander, pour finir, peut-être, quelles sont les méthodes qui nous permettent de passer de ces objets-là à une théorie sur la façon dont ils vivaient? Les méthodes de l'archéologie, elles sont vraiment multiples. On emprunte autant aux sciences humaines qu'aux sciences dures, aux sciences de la vie, quoi. Moi, vu que je travaille surtout sur les outils en pierre, comme je l'ai dit, et par exemple, il va y avoir différentes méthodes où on va chercher déjà à observer des types d'objets et d'outils, mais également les techniques employées, donc comprendre comment ils taillaient leur silex, les chaînes opératoires, en fait, de manière générale. On va essayer de décrire la chaîne opératoire. Et il y a aussi d'autres méthodes. Donc les outils utilisés pour ça, ça va notamment passer par l'observation à l'aube binoculaire, par exemple, à différentes échelles d'observation. Et on a aussi, par exemple, l'étude des traces qui ont été laissées sur ces outils. On appelle ça la tracéologie, où là, on peut arriver à essayer de comprendre comment fonctionnaient ces outils, pourquoi ils étaient produits, en fait. Pas seulement la technique de production, mais juste le fonctionnement. Et souvent, voilà, pour la préhistoire notamment, ça passe aussi pas mal par l'expérimentation, en fait, pour essayer de remonter à tout ça, quoi. On essaye de refaire les mêmes choses ça va dépendre pourquoi. Pour comprendre les techniques, on va essayer en effet de reproduire et d'observer les stigmates laissés et de les comparer en fait entre ce qu'on obtient les référentiels actualistes qu'on va produire et le mobilier archéologique. Et pour tout ce qui est traces, en fait, pour pouvoir identifier les traces, il faut avoir pareil un comparatif en fait. Donc on va essayer de reproduire ces outils et de les utiliser en découpe pour couper du bois, etc. Et les traces produites, on les compare à, encore une fois, notre référentiel archéologique, quoi. Et pour parler d'un sujet d'actualité, est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle aussi en paléontologie ou en archéologie préhistorique plutôt? On va dans certains ce qui est pas mon cas, mais il y a certaines méthodes, oui, qui
qui font ce qu'on appellerait, plutôt que parler d'IA, on parle plutôt de machine learning, c'est-à-dire à partir d'algorithmes, en fait, essayer de prédire certains résultats. C'est pas un domaine que je maîtrise très bien, c'est pas trop les méthodes que j'emploie, mais je sais que ça se fait, oui. D'accord. Bien, merci Julie, merci à tous. L'émission approche sa fin, donc on va conclure avec un sujet d'actualité. JB vient de montrer son intérêt pour l'intelligence artificielle et c'est ça qui va faire l'objet de notre chronique science pour aujourd'hui. Dans le prologue du film de 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick, on découvrait des hominidés s'adapter à leur environnement en découvrant l'usage de l'outil. Oui, je crois me souvenir que l'outil en question, c'était un gros os avec lequel ils pouvaient taper sur leurs camarades. Exactement. Un habile fondu enchaîné nous suggérait que cet os un peu rustique avait beau s'être mué en vaisseau spatial, il n'y avait guère qu'une différence de sophistication. Dans le fond, l'os et le vaisseau spatial sont une seule et même chose, des outils. Or, dans le vaisseau, il y avait un ordinateur, HAL 9000, qui ressemble fort à nos intelligences artificielles d'aujourd'hui. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, ça ne serait qu'un outil comme les autres. Un outil, oui, mais pas tout à fait comme les autres, puisqu'il apprend de ses erreurs, s'améliore tout seul et peut générer des contenus de façon autonome. Ah ouais, mais tu es un vrai connaisseur en intelligence artificielle, toi. Pas du tout, j'ai demandé à ChatGPT. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'IA, je vous invite à aller visiter l'expo IA Double Jeu au Quai des Savoirs à Toulouse à partir du 3 février donc, et jusqu'en novembre. Elle permet d'éclairer les visiteurs sur les principes, les usages, les applications, les impacts et les limites des technologies d'intelligence artificielle. Alors ça, c'est vrai que question application, il y en a un paquet. Exactement. Par exemple, dans le domaine de la préhistoire, des chercheurs se sont servis de l'IA pour générer les paysages de la vallée de Tautavel entre 600 000 et 90 000 avant aujourd'hui. C'est le projet Chopper, porté par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. On peut se balader dans un environnement 3D immersif à l'échelle 1:1. Mais bien entendu, c'est juste un exemple parmi d'autres. Les IA facilitent par exemple le travail de classement d'éclats de silex et elles permettent aussi de localiser des sites préhistoriques à partir d'images aériennes ou satellites. Ah oui, c'est une petite révolution quand même. Oui, mais attention à ne pas devenir IA-lâtre. Si l'IA est source de progrès, elle présente aussi des dangers que le législateur doit prendre en compte. Reconnaissance biométrique, manipulation cognitive ou instauration de score social. Aussi, l'IA Act a été signé par l'Europe le 8 décembre 2023. Il s'agit d'une réglementation sur l'IA qui va mettre au minimum 2 ans pour être appliquée et elle est loin d'être parfaite. Les multiples problèmes que pose l'IA vont donc continuer de se poser. Alors pour prêcher pour ma paroisse, l'IA générative pose des problèmes de droit d'auteur. Elle génère certes, mais en se basant sur les travaux des artistes qui l'ont précédée, et sa facilité d'utilisation risque de mettre nombre de ces artistes, auteurs, musiciens, illustrateurs, au chômage. Voilà qui risque d'en renvoyer pas mal à l'âge des cavernes. Eh bien, merci JB pour cette chronique un brin corporatiste. Et nous voilà arrivés donc à la fin de cette émission. Il nous reste donc à dire un grand merci à Julie Bachellery, docteur de l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, de nous avoir accompagnés pour toute cette émission et vraiment nous avoir amené beaucoup d'informations qu'on ne connaissait pas et surtout une approche scientifique de ces disciplines archéologiques vraiment passionnantes. Je rappelle que vous êtes toujours enseignant-chercheur, en tout cas, vous êtes... Non, non, je suis post-doctorante. Je ne suis pas encore enseignant-chercheur, peut-être. Post-doctorante. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Vous participerez aussi au festival Pint of Science à l'Heure et Café, un endroit qu'on aime bien fréquenter aussi avec JB de temps en temps. Merci aux jeunes de l'archipel qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Merci à Valentin et Valentin d'avoir participé à l'animation du plateau. Merci à Chloé, Axel et Alexis derrière les caméras. Merci à l'équipe technique en régie, Stéphane et donc tout l'archipel qui mettent à notre disposition les lieux et la technique. Peut-être une petite annonce pour la prochaine fois ?
Oui, alors la prochaine fois, je ne sais pas exactement de quoi on va parler parce que c'est pas encore consolidé. On va essayer de faire un sujet sur la Mésopotamie ou peut-être l'Égypte. Enfin, les débuts de vraiment ce qu'on peut appeler la science et les théories scientifiques, les débuts de l'histoire, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est, je vais en profiter pour faire une petite pub pour, donc tu as dit que tu étais à Pinton of Science à l'Eurécafé, et basé à l'Eurécafé, il y a aussi une association qui s'appelle les Rasoirs Doc qui vient de se former, donc vous pouvez aller voir sur le site du Rasoir Doc si vous vous intéressez à la popularisation de la science et que ça vous intéresse. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si cette émission vous a plu et likez, partagez, cliquez sur la cloche et typez si vous le pouvez. Et merci à tous. Merci. Au revoir.